Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une des étoiles de la NASA, ingénieure, médecin, professeur et première astronaute noire dans l'espace. Mae Jemison, c'est notre rôle modèle à suivre. Pour moi aussi, c'est un rôle modèle. Tiens, elle s'appelle Jeanne Dreyfus, évidemment, c'est notre enquêtrice de l'art. Et Jeanne, aujourd'hui, on continue notre voyage sur les réseaux sociaux avec toi. Cette fois-ci, on va se placer du point de vue des artistes. Tout à fait, Marjorie, merci pour ce compliment. Aujourd'hui, on va donc s'attacher à regarder les formes particulières qu'il y a sur Instagram et qui existent notamment grâce aux artistes. Et ben voilà, et on le fait dans un instant. La question de jour, 60% des enfants n'aiment pas les maths. Et pourtant, c'est une culture fondamentale à acquérir pour se préparer au métier de demain. Alors comment est-ce qu'on montre aux 6-10 ans que les maths sont un super pouvoir? Des applications qui misent sur l'intelligence artificielle, sur la réalité immersive et l'interaction vocale pour y arriver, eh bien c'est celles qui sont aujourd'hui dans l'école du futur. Les maths, c'est un jeu d'enfant avec vous, Didier Paris. Vous êtes le CEO de WKids et vous produisez l'application Math8. Bonjour à vous. Bonjour. Et Vincent Escudé qui nous attend en duplex, CEO de Kidaya. Là aussi, vous allez nous dire à quel point les maths, ça peut être ludique. Bonjour. Mais d'abord, focus. Mae Jemison a marqué l'histoire spatiale plus d'une fois. Première astronaute noire dans l'espace en 1992. Elle a aussi eu les honneurs de la série Star Trek. Elle se consacre désormais à l'éducation des filles aux sciences et à l'environnement. Edward Denio ouvre son Hall of Fame avec le Dr Jemison. Elle est la première femme afro-américaine à être allée dans l'espace. Mae Jemison est une ingénieure, une médecin et une astronaute américaine née en 1956 en Alabama. Depuis toute petite, Mae est passionnée par les sciences et elle déclare très tôt qu'elle veut les étudier pour pouvoir un jour aller dans l'espace. La jeune fille est fan de Star Trek et la présence de l'actrice afro-américaine Nichelle Nichols, qui interprète Nyota Uhura, va faire office de rôle modèle et attiser sa passion pour l'espace. En 1973, elle est acceptée à l'université de Stanford alors qu'elle n'a que 16 ans. 4 ans plus tard, elle en ressort diplômée en génie chimique et en histoire afro-américaine. Elle obtient ensuite son diplôme de médecine à l'université Cornell et part exercer pour le Corps de la Paix dans un camp de réfugiés cambodgiens en Thaïlande avant de se rendre au Libéria et en Sierra Leone. De retour aux États-Unis, Mae Jemison suit des cours d'ingénierie avancée. En 1983, les vols de Sally Ride, première américaine à aller dans l'espace, et de Guyon Bluford, premier afro-américain à se rendre dans l'espace, l'incitent à réaliser son rêve et à postuler à la NASA. Elle est sélectionnée en 1987 parmi plus de 2000 candidats pour faire partie des 15 nouveaux astronautes de la NASA. 5 ans plus tard, en 1992, elle effectue son unique voyage dans l'espace et devient la première afro-américaine à s'y rendre. Lors de la mission spatiale STS-47, elle passe plus de 7 jours dans la navette Endeavour. Après son retour sur Terre, Mae Jemison démissionne de l'agence spatiale en mars 1993 pour fonder sa propre entreprise, The Jemison Group Inc., une société de conseil. Elle devient également professeure dans plusieurs universités, dont Cornell, où elle était élève. En 1993, elle joue un personnage dans un épisode de Star Trek, la série qui lui a donné envie d'aller dans l'espace, et elle devient la première vraie astronaute à apparaître dans la série mythique. Elle est introduite au National Women's Hall of Fame en 1993 et à l'International Space Hall of Fame en 2004. Malgré les obstacles et les difficultés rencontrées tout au long de sa route, Mae Jemison a toujours su persévérer pour réaliser ses rêves et devenir un modèle inspirant à travers le monde. Et l'apprentissage justement des sciences, le goût des maths et de l'algorithme, on va continuer à le cultiver aujourd'hui avec nos invités. Les maths, c'est un véritable jeu d'enfant. On ouvre notre talk. Et oui, est-ce que les maths, c'est pas un jeu avant tout? On en parle avec vous, Didier Paris. Vous êtes le CEO de WKids, l'éditeur de l'application Math8. Et avec vous, Vincent Escudé, CEO de Kidaya. Et là aussi, vous avez des solutions pour rendre les maths beaucoup plus ludiques. Mais d'abord, messieurs, si justement vos solutions existent, c'est pour quelle raison? Parce que, Didier, on a peut-être une approche un peu trop dogmatique des maths dans les programmes scolaires actuels. Ah oui, absolument, oui. Donc nous, ce qu'on essaie justement, c'est de sortir
sortir des dogmes imposés par l'éducation nationale pour amener de la gamification et surtout faire disparaître la technologie en mettant de l'humain dans les machines. Ça, c'est vraiment notre objectif principal. Donc, pour ce faire, on mise essentiellement sur l'interaction vocale en langage naturel, la simulation de comportement humain avec un petit personnage qui va faire rigoler les enfants et immerger les enfants dans des mondes virtuels et également dans leur propre univers grâce à la réalité augmentée. Et on va y revenir dans un instant. On va aller regarder d'un peu plus près les aventures de Léon, votre extraterrestre, c'est pas facile à dire, dites donc, qui justement nous embarque dans ces aventures. On soulèvera aussi le capot tech de votre application. Vincent, je vous retourne la question. Est-ce qu'il faut mettre du fun, de l'enjeu, du ludo-éducatif et de la pédagogie à 360 degrés dans les apprentissages mathématiques? Et beaucoup d'émotions. Ça, c'est super important. Et autant pour l'enseignant quand il transmet, donc c'est un outil Kidaya, c'est le prolongement de Mathia, qui est un outil pensé pour l'enseignant en salle de classe, qui va aider les élèves dans l'apprentissage des mathématiques. Donc, il y a effectivement des dogmes qui existent dans l'éducation nationale, mais il y a aussi une vraie volonté de changer les choses, une vraie volonté de construire des partenariats d'innovation, comme celui dans lequel on a co-construit Kidaya et Mathia avec plus de 12 académies, des centaines d'enseignants, des milliers d'élèves. Et donc, il y a ce vrai emprunt de la part des enseignants à mettre du plaisir et à favoriser l'apprentissage par le jeu pour les mathématiques. Et là aussi, on va revenir à la plateforme Kidaya dans un instant. Mais d'abord, on regarde d'un peu plus près à l'application Mathuit, c'est la vôtre évidemment Didier. On y rencontre Léon, un extraterrestre qu'il va falloir aider dans ses aventures. Oui, mais comment ? En faisant des maths. Mais on ne va pas s'en rendre compte qu'on fait des maths, justement. Vous proposez aux enfants de 7 à 10 ans de suivre Léon dans ses aventures. Comment ça se passe exactement ? Alors, déjà, on va emmener les enfants voyager. Ça, c'est le premier point. Donc, on va les immerger dans des mondes virtuels sous la forme de background VR 360, vidéo. On va les intégrer les ronds dans leur propre univers avec la caméra de l'appareil et on va leur donner des défis. Donc, ça, c'est le plus important. Et on va essayer de centrer la relation que les enfants vont avoir avec les mathématiques au travers de notre petit personnage, qui a la faculté déjà de comprendre ce que l'enfant lui raconte, mais également de montrer ses émotions. Et en fonction de ce que va répondre l'enfant aux questions de notre petit Léon, à ce moment-là, l'enfant va tout de suite voir là où il peut s'améliorer, etc., etc. Bon, il y a ce premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on va mettre un petit peu d'IA dans le sens EdTech du terme, c'est-à-dire Adaptive Learning. Léon va faire une évaluation des connaissances de l'enfant au départ pour ensuite lui construire un programme personnalisé afin de le permettre de progresser en fonction de ses connaissances initiales. C'est-à-dire qu'on va faire du sur-mesure. Complètement du sur-mesure. Donc là, effectivement, chaque enfant aura un programme personnalisé en fonction des milliers de jeux que l'on propose au sein de l'application. Donc on ne fait pas tous le même parcours entre 7 et 10 ans si on veut suivre Léon et l'aider à progresser dans ses aventures. Il y a aussi sur l'application Mathuit et avec Léon la possibilité pour les adultes, professeurs ou parents, de suivre les progrès de l'enfant. Là aussi, c'est important de pouvoir partager ses efforts, ses progrès au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Donc on s'est interfacé avec le système d'Apple qui permet effectivement aux enseignants, mais aussi aux parents, de programmer les exercices, les leçons que l'enfant va vouloir ou pouvoir réaliser avec un dashboard, donc un tableau de bord qui permet donc aux enfants, aux parents ou aux enseignants de suivre la progression au fur et à mesure de l'évolution du programme éducatif. Ouais, c'est important qu'il y ait un partage justement autour de ces acquis qui progressent au fur et à mesure. Vincent Escudé, on regarde ce qui se passe du côté de Kidaya avec vous. Évidemment, c'est la plateforme de jeux et de vidéos qui va faire aimer les maths et les sciences aux enfants du CP au CM2. Un jeu éducatif en hologramme cette fois-ci. C'est né du premier partenariat d'innovation en intelligence artificielle avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est quoi exactement ce partenariat ?
Alors c'est ce que je disais un petit peu en introduction, c'est un partenariat d'innovation, donc c'est très ouvert. On n'a pas répondu à un cahier des charges, on a vraiment imaginé une solution, qui disrupte un petit peu, ce qui se faisait, dans l'univers des mathématiques, en salle de classe et nous, on s'est appuyé très largement sur les, travaux de Stanislas Dehaene. Mais ça rejoint, finalement ce qui a été dit un petit peu avant. Il y a 2 façons, de travailler les mathématiques pour, engager, donner de l'émotion. Donc c'est donner de l'interactivité et donc, c'est de parler et de voir les mathématiques. Le concept du cube est un concept très simple quand on l'a dans les mains, mais qui devient complexe pour la majorité des élèves une fois sur papier, parce que la majorité des élèves n'ont pas la capacité d'abstraction. Et donc, grâce au fait de voir les mathématiques, on va rendre les mathématiques plus concrètes, plus visualisables. On va s'apercevoir que les mathématiques sont partout autour de nous. On va pouvoir associer un cube, un Rubik's Cube, à un dé ou à n'importe quel objet du quotidien qu'on va pouvoir, grâce à l'hologramme, faire rentrer dans la salle de classe ou à la maison. Et de la même façon, et là je rejoins ce qui a été dit avant, le fait d'interagir vocalement va donner beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus d'engagement, d'émotion. Donc le fait de répondre 4 à la question 2 plus 2 est absolument indispensable. Et finalement, pour finir, les mathématiques, c'est, je prends souvent cette image de répéter des gammes. Et le fait de répéter des gammes, c'est absolument indispensable. C'est réalisable en salle de classe et c'est réalisable à la maison. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un comportement humain sur la machine. Donc là où l'humain n'a pas énormément de valeur dans la répétition des gammes, c'est-à-dire que faire répéter des tables de multiplication à 1, 2 ou 10 élèves, l'enseignant ou le parent n'a pas vraiment de valeur. En revanche, la machine peut le faire, et là où l'enseignant ou le parent va avoir de la valeur, c'est dans tout l'apprentissage personnalisé, et dans toute la visualisation de ce qui va être capté, de la visualisation de la data, et des échecs, du succès, de l'hésitation, etc. Oui, parce que justement, avec le petit robot Kidaya, les enfants peuvent d'abord se remotiver pour apprendre, tout simplement, progresser à leur rythme, s'amuser en autonomie. C'est important, justement, cette idée, notamment du sur-mesure. C'est ce que vous proposez, Vincent, notamment aussi avec l'aide de l'intelligence artificielle. On va soulever, allez, un petit peu le capot de vos applications, de vos plateformes pour aller voir ce qui se passe du côté de la tech pure et dure. Une IA sur mesure pour les enfants, ça leur permet d'apprendre à leur rythme, oui, mais en pratique. Sur quelles données elle se plug, cette IA? Alors, il y a plusieurs briques d'intelligence artificielle dans Kidaya. Il y a 2 briques qui sont vraiment pensées pour l'élève et qui sont absolument visibles pour l'élève. C'est l'interaction vocale en langage naturel en reconnaissance de voix d'enfant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le fait d'avoir un mode de réponse différent où on va pouvoir aussi écrire 4 comme réponse à 2 plus 2. Donc sur la tablette, on va avoir de la reconnaissance d'images et de la reconnaissance vocale. Ça, c'est côté enfant. Et ensuite, ce qui est plus opaque pour l'enfant, mais qui est le fondement de l'IA, c'est le fait de pouvoir individualiser les apprentissages. Et donc, en fonction de l'échec ou le succès à un exercice, l'IA va adapter la proposition de l'exercice suivant en temps réel. Et donc là, on est dans un schéma d'adaptive learning que présentait tout à l'heure Didier. Oui, justement, Didier, là aussi, je reviens avec vous sur la brique intelligence artificielle de votre application Math8. Ça fait partie des savoir-faire d'ailleurs de votre start-up, qui est notamment un des spécialistes du dialogue en langage naturel. Vous proposez une IA émotionnelle. Qu'est-ce qu'on entend exactement par ce terme d'intelligence artificielle émotionnelle ? Alors, beaucoup de choses, visiblement. Oui. Bon, alors nous, on a essayé de surtout ne pas réinventer la roue. Donc, typiquement, la reconnaissance vocale, c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé par les GAFA. Et la synthèse vocale est quelque chose également qui est parfaitement maîtrisé par des éditeurs historiques. Donc nous, on a essayé de combler le chaînon manquant entre la reconnaissance vocale et la synthèse vocale, donc la reconnaissance vocale de l'enfant et la synthèse vocale de notre personnage. Donc ça, c'est essentiellement 2 briques. Une brique de traitement du langage naturel. Donc, typiquement, l'enfant va poser une question à peu près n'importe quoi. Et ce moteur d'intelligence artificielle va entrer en dialogue avec l'enfant pour lui demander de préciser sa demande afin d'arriver au bout du compte au jeu ou au type d'exercice qu'il souhaite réellement.
Souvent, un enfant exprime une idée, et derrière, pour arriver sur quelque chose de précis, c'est-à-dire un exercice ou une leçon ou un thème en particulier, eh ben, il faut interagir avec lui. Donc ça, c'est la première brique. Et la deuxième brique, et c'est là où on arrive sur l'émotion, c'est la simulation de comportement. C'est-à-dire que nous, on essaye de faire en sorte que notre Léon soit extrêmement résolu en termes notamment d'expression faciale. Oui. C'est ce que je vais vous le dire. Hein. Moi, j'ai testé Léon pour préparer à cette émission et c'est vrai qu'il est extrêmement intuitif. Il répond, on le voit réagir au fur et à mesure, ce qui est extrêmement spontané pour les enfants. Voilà. Et donc, par rapport à ça, en fonction de ce qui se passe dans l'interaction vocale, Léon va changer d'expression du visage, va être interloqué. Voilà. On essaie vraiment de maximiser la représentativité humaine de notre modèle informatique. Oui, et puis c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que quand l'enfant se trompe, alors moi j'étais dans la peau de l'enfant en l'occurrence, quoique, il est assez encourageant, Léon. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous dire « Ah, tu t'es trompé, mince, comment est-ce qu'on va faire ?» Non, au contraire, il y a toujours une solution. On s'est trompé, on a fait des erreurs, mais on va progresser ensemble, on va apprendre ensemble. Quand l'enfant fait une erreur, d'ailleurs, dans le parcours de jeu, est-ce que ça redistribue en fonction de la réactivité de l'intelligence artificielle et du sur-mesure dont on vient de parler une autre partie du gameplay, c'est-à-dire que je viens de me tromper dans un problème, est-ce que finalement je vais bifurquer, suivre un autre parcours pour me réapproprier la notion qui visiblement n'a pas été bien comprise avant de revenir sur ce que Léon avait prévu pour moi au départ? Alors il y a de ça. Bon, déjà, Léon n'est jamais en colère. Ça, c'est vrai. Léon, il peut être triste, évidemment. Il peut parfois parler un peu fort, mais il n'est jamais en colère. Quand l'enfant fait une erreur, le principe qu'on a pris, c'est qu'on va tout mettre en œuvre pour que ce soit l'enfant qui trouve la bonne réponse. Autrement dit, on a un mécanisme qui permet de le mettre sur des pistes pour ensuite, à partir d'un dialogue en langage naturel et un certain nombre de pistes, l'enfant derrière va trouver lui-même la bonne réponse. Et c'est ça qui, pour nous, est le plus important. C'est de ne pas donner les réponses comme ça, mais plutôt tout faire pour que ce soit l'enfant qui trouve les bonnes réponses quand il se trompe. Oui, mettre les enfants vraiment en situation de prendre les rênes du jeu, d'être acteurs aussi de ces apprentissages. C'est ce que vous faites aussi, quelque part, Vincent Escudé, avec Kidaya. Vous mêlez notamment dans cette plateforme de la réalité augmentée, de l'holographie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on sait aujourd'hui, notamment grâce aux études menées par les chercheurs de l'Université Polytechnique de Valence, c'était en 2019, mais les résultats sont toujours actifs, il y a un véritable bénéfice dans les apprentissages à la représentation holographique des mathématiques, notamment lorsqu'ils sont aussi couplés à la reconnaissance vocale. On a identifié que ça permettait aux enfants d'assimiler 2 fois plus rapidement ces savoirs en mathématiques, Vincent. C'est ça, et ça rejoint les premiers points qu'on a évoqués, qui sont autour de l'émotion, de l'engagement et du jeu. Et dès qu'on va mettre du plaisir dans l'apprentissage, on va avoir un apprentissage accéléré. Et donc c'est ce que prouve un petit peu cette étude lancée par l'École Polytechnique de Valence, c'est qu'un enfant, ce qui va être important, surtout avec Kidaya, surtout quand tu l'utilises à la maison, c'est qu'il revienne. En fait, c'est une donnée, la rétention, qui est absolument indispensable à traquer pour des créateurs de ressources numériques comme nous pouvons le faire. Et donc, comment on va stimuler l'enfant, comment on va l'amener à s'amuser, à jouer, à progresser, à répéter, c'est en lui donnant du plaisir, en lui donnant de l'émotion. Et donc l'holographie, la visualisation 3D, l'interaction vocale sont autant de facteurs qui contribuent à justement amener l'élève à revenir, à utiliser, à travailler, mais sans le savoir. Donc c'est vraiment apprendre à apprendre par le jeu. Les maths, un jeu d'enfant, on continue à en parler dans un instant, mais d'abord, c'est le Zap. Et on fait un tour du côté de la planète tech avec Cheryl, Jessica, Isengé.
Chris Rock made a joke about my wife's hair. That's going too far. If he would have simply slept with her instead, then I would not be mad. I pull up in the mountain jason. I pass my tigada guago. I go talk about a wokade zone. It's even like sim name walk. Past life when I wokade born. And I body go guide jabo. Yeah, Fino on the highway. Fino on the highway. Here is the highway. Here is the highway. Omaka highway. Omaka highway. Shalom na highway. Shalom na highway. Oh, I'm no highway. Oh, I'm no highway. Should be on a highway. Man, the trouble, what up, and highway. What up, and highway. Look on the wine way. Look on the wine way. The thief ain't here. I'm a fine, make you mine. Hey boy. Et on est de retour évidemment sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Didier Paris, le CEO de W Kids pour l'application Matuite. Rebonjour à vous Didier. Bonjour. Et en Skype, en duplex, avec Vincent Escudé, le CEO de Kidaya. Rebonjour à vous Vincent. On reprend la discussion avec vous dans quelques secondes, mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, tu nous parlais il y a quelques jours à peine de la façon dont les influenceurs culturels commencent à tisser leur toile sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, pour relier justement les musées et l'apprentissage de l'art, de la culture. Cette fois-ci, ce sont les artistes qui nous emmènent sur la toile. Eh bien oui, Marjorie, aujourd'hui, on va s'intéresser aux artistes et à Instagram. On va voir avec un top 10 ce que crée Instagram en termes de forme, des images qui n'auraient pas existé forcément telles quelles sans l'existence du réseau. Aujourd'hui, on voit les 5 premières tendances de ce que j'ai appelé l'Instagram Specificity. Et la première Écoute, Marjorie, je vais dire un très très gros mot, un numéro 1 qui vient en premier, c'est la scopophilie. Qu'est-ce que c'est la scopophilie? On dirait le nom d'un amphibien, mais pas du tout. La scopophilie, c'est l'équivalent de la pulsion scopique. C'est l'association de la vue et du désir. C'est la volonté qu'on a de posséder l'objet du désir en le regardant. Et la scopophilie, elle est absolument omniprésente sur les réseaux sociaux. Les belles personnes, ils sont absolument partout. Et là où suivre dans la rue une beauté peut paraître légèrement bizarre sur les réseaux, c'est tout à fait accepté, c'est même encouragé. Et cette scopophilie n'épargne pas le milieu de l'art. La question, Marjorie, c'est est-ce que l'art peut être l'accessoire d'une belle femme? J'ai l'impression qu'il y a un piège dans cette question. Je vais, mon avocat, d'y répondre à ma place. Mais bien sûr que si, l'art peut être l'accessoire d'une très belle femme, au vu des 17 000 abonnés de ce compte qui laisse un peu pantois, qui s'appelle Museum Babes, où on se dit en fait, mais quoi de mieux qu'à sortir sa robe aux formes graphiques d'une œuvre d'art. On se dit aussi que ça peut être fort utile si dans un vernissage, on souhaite éviter, se détourner d'une rencontre malencontreuse. Mais avant tout, numéro 2, encore un gros mot, mais cette fois-ci en latin. Ut pictura poesis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ut pictura poesis, c'est pictura l'image, poesis le poème, c'est une expression latine qui signifie que la poésie soit comme la peinture. Ça décrit finalement les caractéristiques communes qu'il existe entre un poème et une peinture. Et qu'est-ce que c'est qu'Instagram, à part une image et une légende qui se répondent, parfois se mélangent, comme dans nos bons vieux dessins de presse qui sont adaptés à la sauce du jour Instagram. L'image sur Instagram s'accompagne de mots, parfois se mélangent, et c'est souvent le fruit soit d'humoristes qui sont aussi des bons dessinateurs, soit de dessinateurs qui ont beaucoup d'humour. Le premier exemple, c'est Dimitri Martin, c'est un humoriste new-yorkais qui est né en 1973 et qui est dans le vocabulaire du stand-up ce qu'on appelle un one-liner. C'est-à-dire, c'est un comique qui fait une blague en une seule phrase. Et sur Instagram, parfois, cette seule phrase, c'est une image. Donc, c'est cette petite tortue qui a un petit casque sur sa tête en forme forcément de carapace. Et donc, en contre-pied de cet humoriste qui s'est dessiné, on peut
parler aussi du plus grand one-liner de l'art plastique, un artiste visuel qui a de l'humour, qui est le maître, qui s'appelle David Shrigley. Lui, c'est un artiste britannique, né en 68, qui met toujours des phrases empreintes d'anti-héroïsme, de faiblesse, à côté de dessins qui, par leur maladresse, constituent déjà une forme d'autodérision. Et chacune de ces images parle de la fragilité du monde et du côté dérisoire de la vanité, souvent présente sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai suivi le numéro 1, j'ai suivi le numéro 2. Quel est le numéro 3 ? Numéro 3, Marjorie, la rapidité. Selon une enquête qui a été faite à l'Art Institute de Chicago, on passe en moyenne au musée 28 secondes devant une œuvre d'art. Ça paraît peu, mais c'est énorme par rapport à Instagram. Évidemment, à peu près 5 secondes par image qu'on passe sur Instagram. C'est cette tendance à l'accélération du monde de la perception. Elle est visible dans l'art plastique, elle est aussi visible et elle est aussi sensibilisée par d'autres domaines artistiques, comme par exemple le cinéaste Michel Gondry, qui a un compte Instagram formidable qu'il faut regarder, cinéaste français, auteur du très célèbre The Eternal Sunshine of a Spotless Mind, le film au nom le plus difficile à prononcer, qui a su aussi adapter ses créations à la plateforme. Et après le long métrage, après le moyen métrage, le court métrage, moi je voudrais nommer ce que serait un mini métrage, c'est-à-dire c'est tous ces courts métrages d'1 minute qui se font aborder par les artistes. Et Michel Gondry, donc lui, il en a fait plein. Et là, il y en a un notamment qu'il a fait sur Instagram, où il utilise en fait un stop motion hyper low-tech, très loin de l'économie du cinéma, et en même temps très proche du côté artisanal de ses films, avec une narration condensée. Là, c'est donc l'histoire d'une personne qui doit prendre ses pilules, mais il repousse la prise juste après Instagram. Non, mais il est juste 5 minutes Instagram. Non, au bout d'1 heure, évidemment, il n'a toujours pas pris sa pilule. Il est victime d'une crise cardiaque. Enfin bref, c'est une authentique catastrophe et c'est le petit film de Gondry. Mais c'est absolument terrible. D'ailleurs, les mini-métrages, c'est énormément développé sur Instagram. Et pas que pendant le confinement. Ça nous tape un peu sur le système, visiblement. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça c'est fait. Numéro 4, désormais. Oui, numéro 4, ça montre aussi qu'Instagram n'est pas seulement le petit monde des museum babes, plein de gaieté. L'Instagram, c'est aussi numéro 4, la question de la temporalité. Si jamais le cinéma tend à faire des plus petites formes, il se passe aussi quelque chose d'un peu inverse dans la photographie. Il y a une révolution qui s'est opérée. On a tous sur notre iPhone, enfin ceux qui utilisent la technologie iPhone ont tous l'option live de la photographie. C'est la photographie qui devient une petite vidéo. Vous ne savez pas que ce n'est plus du tout tendance de prendre une photo, mais enfin... Absolument pas. Allô, quoi, enfin, c'est totalement C'est saut 2021, la photo tout court. Évidemment, écoutez, le photographe qui utilise ces petites vidéos, le chef, c'est Sami Oukilis, un photographe basé entre New York et l'Italie, qui a opéré ce passage entre l'instant décisif, ce concept qui a été majeur dans la photographie moderne. Lui, il passe de l'instant décisif au moment décisif. Il nous montre des petites scènes de vie presque arrêtées, où c'est comme si en fait le temps de pause de jadis, aujourd'hui on pouvait le voir devant nos yeux et se rapprocher encore un petit peu plus de l'écoulement presque liquide de la vie. Oh, c'est beau, c'est à la fois nostalgique, mais c'est très poétique. Est-ce qu'on va finir sur une dernière note ? Allez, on remonte l'échelle de l'espoir. Pas du tout, Marjorie. C'est moche que vous faites la jeune Rétus. On va terminer numéro 5 par la reine, la vanité, la reine des réseaux sociaux. Vanitas vanitatis. Instagram n'y échappe pas, en tout cas, oui, c'est plutôt le lieu même pour cela. C'est rempli, Instagram, de masques. Et les masques, comme les masques africains ou primitifs, ce sont des exagérations, des traits. Et les masques des réseaux sociaux, ils sont aussi des masques exagérés, même sous les traits les plus normaux. C'est toujours l'exagération des fantasmes d'une société, les fantasmes de richesse, les fantasmes d'allégeance à des rôles genrés. Ici, une petite virginale, adolescente, pure, qui ne parle pas trop. Les fantasmes de relations harmonieuses dans des contextes idylliques où on boit un café avec sa sœur chérie dans un merveilleux endroit très instagrammable. Ces photographies qu'on vient de voir, ce sont celles d'Amalia Ullman, une artiste née en 1989 en Argentine, pionnière
des artistes dans leur rapport aux réseaux sociaux. Hein. Ces 3 photographies, elles font partie d'une performance qui s'appelle Excellence et Perfection, qu'elle a réalisée pendant 5 mois, où elle est un peu la Anna Delvey avant l'heure. Hein. Anna Delvey, donc cette personne, ce personnage central de la série Netflix, une millionnaire dans la jet set arty, qui en fait est une femme sans le sou. Et qui n'a jamais le temps pour personne. I don't have time for you. Qui est très odieuse. I don't have time for that. Eh bien, écoutez, avant ça, donc, Amalia Ullman, hein, elle avait créé donc, cette performance qui montrait justement que la vérité, que la volonté de croire, en fait, associée à des apparences qui sont attendues comme telles, elle peut tromper une foule. Hein, 100 000 followers à l'époque, en 2014, hein, qui ont fait d'elle la première artiste à utiliser Instagram comme terrain de la performance. Et Amelia Ullman, qui a fait la première artiste à faire rentrer en 2014 à la Tate Modern, Musée de Londres, donc Instagram. L'Instagram spécificité, donc, c'est comme tout lieu de représentation aussi, c'est cette faculté de pouvoir être son propre miroir et de porter une réflexion critique. J'allais presque te dire elle me fait penser à une Cindy Sherman 4.0 dans sa façon de se jouer, de transfigurer les représentations féminines et les stéréotypes féminins dans l'art. Merci infiniment, Jeanne. On a notre top 5, justement, de la façon dont les artistes se jouent de la représentation en ligne et s'amusent aussi avec Instagram, parce qu'il y a un petit peu de ça quand même. Merci infiniment, Didier. Je vous voyais boire les paroles de Jeanne quand elle nous emmène dans ces enquêtes, justement, en ligne sur l'art. Pardon ? Super intéressant. Ah oui. Bon, on reste sur super intéressant. On kiffe Jade Dreyfus, on la trouve super intéressante, c'est formidable. C'est l'école du futur. Tout de suite, on va se demander pourquoi et comment, surtout les maths, sont un jeu d'enfant. C'est le retour au talk. Et justement, je le disais en ouverture de cette émission, Kidaya d'un côté avec Vincent Escudé, Math 8, l'application développée par YouKids avec vous, Didier Paris, de l'autre. Ce sont des applications qui se destinent, qui s'adressent aux enfants de 7 à 10 ans. Pourquoi ? Parce que justement, entre 7 et 10 ans, à l'école primaire, donc, on demande aux enfants d'acquérir pas loin de 298 compétences en mathématiques. C'est dans le référentiel de l'éducation nationale pour le primaire. Dedans, il y a la numérotation, le calcul mental, les tables de multiplication, encore la géométrie. Vincent, soyons francs, c'est pas immense, 298 compétences mathématiques à acquérir en si peu de temps. C'est colossal, mais c'est finalement sensiblement le même chiffre que pour tous les autres pays du monde. On a des fondamentaux en mathématiques à apprendre entre 5 et 11 ans. On sait qu'énormément de choses se jouent à ce moment-là. Et ce qu'il faut bien percevoir, c'est que par exemple, pour la compétence nombre et calcul, il y a plein de sous-compétences à acquérir, comme la numérotation, le passage à la dizaine, savoir compter de 1 à 10, puis de 10 à 100, puis jusqu'à 1000. Donc on a quand même une évolution qui est plutôt bien pensée, qui est très segmentée, et ça pour le coup c'est très français de segmenter, que par exemple pour le passage à la dizaine, on y ait des prérequis qui soient absolument indispensables, etc. Alors que l'éducation dans d'autres pays permet beaucoup plus de liberté dans l'apprentissage et dans la croissance et le cheminement pour acquérir ce nombre, certes très important, de compétences mathématiques. Et comment est-ce que justement, Didier, vous vous y prenez pour aider ces enfants entre 7 et 10 ans avec Math 8 et avec Léon, cet extraterrestre qu'on suit dans ses aventures? Comment vous les aidez à progresser dans l'acquisition de ces 298 compétences? Alors, nous, effectivement, on articule nos programmes autour de la numération, des opérations et des mesures. Donc c'est un peu compliqué de faire de la géométrie avec du vocal, tout le monde le comprendra. Mais en tout cas, on axe vraiment nos programmes là-dessus. 298 compétences, pourquoi pas en fait. Vincent a raison, c'est à peu près la même chose pour tous les pays occidentaux. Par contre, où en sont les enfants? C'est ça le plus important. Et quand on voit le niveau
déplorable de la majorité des enfants dans ces classes-là, il y a vraiment des questions à se poser. Hein. Les Ukrainiens, les enfants ukrainiens, quand ils sont arrivés en France et qu'ils ont passé le test, ils avaient tous 20 sur 20. Hein. Donc, si vous voulez, peut-être se poser les bonnes questions. Et plutôt que de mettre 298 compétences avec une espèce d'objectif comme si on était les meilleurs au monde. Alors, c'est sûr, on a le champion du monde des maths qui est un député. Mais par contre, c'est pas ça le plus important. Et même lui dit qu'il faut axer sur le primaire. Sauf que qu'est-ce qui se passe réellement pour apporter de la diversité et des changements de paradigme dans la façon de faire de l'apprentissage des maths en primaire, de par la volonté du gouvernement, en gros, pas grand-chose quand même. Hein. Et quand on voit que la majorité des sociétés qui axent justement ces choses-là se font racheter par des pays nordiques, par des pays, l'Autriche, enfin bon, on se demande que fait la France en fait réellement pour permettre aux enfants d'acquérir donc ces fameuses 298 compétences. Oui, vous faisiez référence à Cédric Villani, évidemment. Médaille Fields, grand génie des mathématiques, qui notamment est à l'origine du rapport AI for Humanity pour faire progresser aussi cette idée de transparence de l'intelligence artificielle dans l'écosystème européen, pas uniquement français. Cédric Villani, qui en tant que président aussi de la Fondation Poincaré et de l'Institut Poincaré, fera bientôt l'inauguration du musée des maths. Ce sera en 2023 à Paris. Là aussi, ça permet d'avoir finalement ces exemples qui montrent qu'une culture mathématique, c'est pas juste 298 compétences, Didier, comme on en parlait il y a encore un quart de seconde, mais c'est aussi une acculturation à la façon dont les maths nous permettent d'imaginer une cartographie du monde, une boussole pour le futur. Non, mais c'est bien de faire des musées, hein, on est d'accord. Hein. Après, c'est très bien, visiblement, parce qu'avec Jeanne Dreyfus, on a vu qu'il se passait beaucoup de choses dans les musées. Non, on est clair. Mais bon, je voudrais en revenir justement sur qu'est-ce qu'on fait réellement pour que les choses changent. Alors, qu'est-ce qu'on dans fait l'apprentissage. Eh ben, on ouvre un catalogue d'applications, de méthodes ou autres à chaque enseignant. Plutôt que de tout centraliser au niveau d'un gouvernement et faire en sorte que tout le monde soit à peu près ratissé au même niveau, pourquoi ne pas donner la chance à chaque enseignant individuellement de choisir ce qui lui semble être le plus approprié à sa classe spécifique. Mais ça existe, vous savez que ça s'appelle la liberté pédagogique. Oui, mais enfin bon, moi quand je vais voir les professeurs, si vous voulez, ils font pas ce qu'ils veulent. Quoi. Après, peut-être que théoriquement, ils peuvent, mais derrière, il faut demander à la direction de machin. Alors, dans le grand principe... je peux acheter une appli à 5 €. Oui, mais dans le grand principe non aliénable de la liberté justement pédagogique, on va chercher les outils. Il faut en effet pouvoir respecter le programme qui est proposé par l'Éducation nationale, mais on va chercher justement ces outils qui soient EdTech, qu'ils soient plus low-tech, pour pouvoir justement servir ces apprentissages et la façon dont on peut acquérir ces savoirs au fur et à mesure. C'est intéressant la référence que vous faisiez justement aux élèves ukrainiens qu'on a accueillis dans les classes françaises depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, parce que est-ce que dans certains points de vue, Vincent, ça remet pas un petit peu le couteau dans la plaie? Ça nous montre qu'en effet, le niveau de ces enfants ukrainiens est bien supérieur à celui de nos écoliers. Ça veut dire quoi? Que la France n'a pas la bosse des maths, mais vous le disiez tout à l'heure, Kidaya, c'est une plateforme, elle est aussi labellisée sous le nom de Mathia pour les enseignants et les enseignantes. Et il se trouve que Mathia est déployée notamment en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni, au Danemark. Les différences que vous observez entre les systèmes éducatifs, elles sont réelles, significatives du point de vue des mathématiques? Ce qui va être important de travailler grâce au numérique, et je me permettrai cette petite aparté, c'est de travailler la remédiation. En fait, nous, on travaille sur des erreurs types. Donc, on a effectivement un référentiel de compétences où il y a pléthore de compétences à acquérir. On a des erreurs types qu'on va pouvoir sélectionner, identifier, sur lesquelles on va pouvoir adapter et individualiser l'apprentissage de chaque enfant. Mais maintenant, le gros travail qu'on a à faire dans l'industrie de l'éducation numérique, c'est la remédiation, c'est-à-dire de quelle façon on va apporter une aide à un enfant qui a échoué. Et je pense que si l'enseignant le fait très bien,
C'est juste qu'il a 30 élèves devant lui et que c'est un peu compliqué d'individualiser l'apprentissage pour chaque enfant. Donc, nous, la question qu'on se pose aujourd'hui et que l'on travaille avec le terrain, avec notre communauté d'enseignants, c'est de se demander comment, sans remplacer l'enseignant évidemment, on va permettre à l'enseignant de gagner du temps, d'apporter une première aide qui soit significative et qui permette, mais Didier le disait assez justement au début, mais qui va permettre finalement de ne pas donner la réponse, mais d'amener l'élève à comprendre et à lui-même trouver la réponse. Mais ce qui va être important, c'est bien d'identifier si l'élève a eu juste tout de suite, si l'élève a eu juste après une remédiation, après une certaine aide ou pas. Et ensuite, dernière chose, c'est le fait de travailler avec de la répétition espacée. Les mathématiques, c'est quand même beaucoup, beaucoup de répétition. Je crois que dans l'industrie du numérique éducatif, en France, on est encore en retard. On le disait tout à l'heure, aujourd'hui, il y a pléthore d'applications qui sont hyper intéressantes qui existent, mais on a des enseignants qui n'ont pas les moyens de payer même 5 € par mois parce que les moyens ne sont pas donnés. Donc comment on va arriver à responsabiliser l'enseignant, à lui donner les moyens d'utiliser les outils qui sont à sa disposition pour accompagner le mieux possible les élèves. Et pour la répétition espacée, et je conclurai là-dessus, c'est le fait de répéter par exemple, un élève va faire juste. On va lui reposer la question au bout d'1 mois. S'il fait juste, on partira du principe qu'on lui reposera à 3 mois. Et si à 3 mois elle est juste, elle est acquise. Si un élève se trompe, la répétition espacée va vouloir qu'il y ait un questionnement qui revienne de façon plus fréquente. Donc, mauvaise réponse, on va re-questionner à 7 jours, puis à 1 mois, puis à 6 semaines, etc., pour arriver à un acquis. Et la pédagogie étant l'art de la répétition, j'ai bien compris l'intérêt du mécanisme que vous mettez en place avec Hidaya. Mais moi, je vous repose ma question. Entre les pays dans lesquels vous avez justement développé, amené Mathia, le nom justement officiel en classe de Hidaya, la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni, le Danemark, vous observez des différences d'appropriation de ces compétences mathématiques au primaire? Ou est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Non, très honnêtement, non. Je ne vois pas de différence, surtout que nous, la mesure que l'on fait aujourd'hui, elle est surtout à la maison. J'en parlais tout à l'heure, la métrique que l'on va mesurer de façon quotidienne, c'est la rétention. Donc c'est à quelle fréquence l'élève vient jouer aux mathématiques. Et donc, plus il joue, plus il progresse. Et on a des élèves français qui jouent, qui progressent au même rythme que les autres élèves. Donc finalement, et c'est là que c'est important, c'est qu'il y a un enjeu très fort sur les fondamentaux des mathématiques. Donc c'est crucial d'avoir des élèves qui ont le goût des mathématiques, qui aiment les mathématiques à partir de 5, 6, 7 ans. Et à partir de là, à partir du moment où il n'y a pas de friction ou de désamour pour les mathématiques, parce que vu comme un jeu, parce que ludique, parce que on a beaucoup d'engagement, de gamification, d'encouragement, d'émotion, etc. On a quelque chose qui est plutôt lisse entre les pays. En tout cas, nous, c'est ce qu'on observe effectivement dans les différents pays où on est. Donc, vous l'avez dit, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Belgique ou en France, il n'y a pas de retard sur les élèves français à partir du moment où l'usage est aussi fréquent pour chacun des pays. Évidemment, si certaines classes l'utilisent moins, on a là un impact négatif sur la progression. Et ce goût des mathématiques et plus généralement des sciences et des technologies que vous donnez aux enfants de 6 à 10 ans, Vincent et Didier, vous le donnez autant aux filles qu'aux garçons, Didier? Aucune différenciation. Absolument aucune. Vous avez On autant en fait de jeunes utilisatrices que de jeunes utilisateurs Ouais, bien sûr, avec, oui, bien avec sûr. Léon et Math8? Ah bon, il y a parfois des petites différences. Hein. Il y en a certains qui préfèrent lui taper dessus. Enfin, on ne Ah, tape mais- pas sur Léon. Ah, Mais bon, non. on peut taper sur Léon. On peut taper sur Léon. On peut faire un peu ce qu'on veut. Même l'insulter, d'ailleurs. D'ailleurs, quand on Enfin, l'insulte, mais il est pas n'encouragez content. pas les enfants à insulter, mais c'est quoi? Non, mais par contre, on réagit à ça. Ouais. Je veux dire par là que personne ne peut contrôler ce que va dire un utilisateur quand il a juste un micro en face de lui. Il peut être dans le mood de l'apprentissage, mais il peut être dans un autre mood aussi. Et
comme on ne peut pas contrôler ça, il faut savoir réagir à ça. Et ça, effectivement, on l'intègre dans notre application. Donc, il y en a certains qui lui tapent dessus, d'autres qui l'insultent, mais tout de suite, on recentre canalise. les débats. On canalise grâce à cette IA. Et parfois, émotionnelle. les filles font plus ça que ça, les garçons. Mais ouais. bon, globalement, c'est pareil. Si je me permettais cette question extrêmement genrée, c'est parce que, évidemment, ça fait suite à la polémique qu'on a vécue, notamment au mois de février, sur le désamour des jeunes filles pour les mathématiques, notamment au lycée, dû à la réforme du baccalauréat. Elles choisissaient moins la spécialité mathématique en première et en terminale. Débat clos, puisque la nouvelle réforme de la réforme du bac va réintégrer les mathématiques dans le tronc commun. Mais ça, c'est important, Vincent Escudé, parce que si notamment Kidia s'empare des mathématiques, mais aussi des STEM, des sciences et des techniques à la fois mathématiques, technologiques, environnementales, scientifiques, c'est parce que c'est bien la question de la culture même scientifique, algorithmique et mathématique dont il faut donner le goût très tôt. C'est ça, et même le goût du numérique de façon générale. En fait, les mathématiques sont souvent vues comme la voie royale et la voie compliquée. Et c'est un petit peu ça qui est triste dans le fait qu'on accompagne moins les filles vers les filières scientifiques. C'est parce qu'il y a derrière une connotation de niveau et que la voie royale est mathématique. Alors qu'on a des filles qui, et nous aujourd'hui on s'en aperçoit, qui sont autant en demande que des garçons, qui réussissent aussi bien que des garçons, qui ont un engagement qui est le même que pour les garçons. Il n'y a aucune différence dans l'usage à cet âge-là. Donc en fait, ça se joue un petit peu après. Je pense que le fait d'être revenu et de remettre les mathématiques dans le tronc commun, c'est une très bonne chose. Et maintenant, je pense qu'il y a un gros travail de fond à faire, qui est vrai sur les mathématiques, mais c'est la même chose sur le numérique, sur l'entrepreneuriat, sur plein de domaines comme cela, où on a absolument besoin d'une parité. On a besoin en fait que tout ce que l'on fait soit représentatif de la société. Et les mathématiques évolueront à mesure que les filles s'approprieront le domaine mathématique. Et je ne pouvais rêver mieux comme conclusion de cet épisode de l'École du Futur. Merci infiniment, Vincent Escudé, pour être passé par le plateau de l'École du Futur par Skype interposé et pour cette plateforme Kidaïa. On vous suit justement sur cette plateforme. Merci infiniment, Didier Paris, pour Math8, une application qu'on peut télécharger pour pouvoir faire vivre ses aventures à Léon, l'extraterrestre, qu'on peut parfois aussi un peu insulter, mais ça on verra pour la suite. Merci. Merci infiniment à Jeanne Dreyfus, évidemment, comme toujours, pour tes enquêtes et pour tes histoires extraordinaires. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre épisode de l'École du Futur.